Bonjour, cette troisième journée de notre colloque monodimodalité et recherche cognitive en Méditerranée. Cette troisième journée est consacrée entièrement au sujet des musicothérapies, dans un sens pluriel. Et nous la démarrons avec une conférence intitulée Évolution paradigmatique et représentation des places et fonctions de la musique, du patient et du thérapeute en musicothérapie, qui va être donnée par M. François-Xavier Vray, qui est le directeur de l'Institut de musicothérapie de Nantes, également coordinateur pédagogique du diplôme universitaire de musicothérapie à la faculté de médecine de Nantes. Nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir dans ce colloque. Et voilà, nous allons écouter votre conférence plénière qui démarre la journée et ensuite quelques questions. Puis nous passerons à la séance suivante, qui est la 11e séance. Là, la 10e séance commence par cette conférence. Bonjour à tous. C'est véritablement un immense plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie une fois encore notre collègue, le professeur Nida Aboublad, de nous permettre ainsi d'échanger et de mieux comprendre les enjeux musicologiques, esthétiques et artistiques, mais aussi de porter un regard neuf, novateur, sur l'histoire et les développements de la matière musicale, et notamment sur ce que sont et ce que furent les pratiques traditionnelles des musiques modales dans leurs enracinements culturels pluriels. La connaissance et la reconnaissance de ces traditions musicales et de ce qu'elles impriment dans la psyché, dans le corps, dans les groupes sociaux, dans les identités culturelles, ne sont pas sans atteindre et modifier les savoirs psychologiques et neuroscientifiques, autant que ceci d'ailleurs nous donne à penser sur le sens et l'intérêt de ces pratiques artistiques, de ces codes musicaux et de leur représentation dans l'histoire de nos sociétés et nos espaces culturels. Puisqu'il me revient aujourd'hui d'ouvrir ce chapitre de notre colloque concernant les musicothérapies, je me propose tout simplement d'évoquer avec vous les quelques étapes qui ont jalonné ces dernières décennies, pour autant que chacune de ces phases successives détermine une forme de représentation de la musicothérapie en attribuant une place et une fonction précises aux constituants essentiels de ces dispositifs thérapeutiques: la place et la fonction du thérapeute, la place et la fonction du patient, la place et la fonction de la musique. Le terme de musicothérapie est en fait assez récent dans notre langue française, même si les liens qui unissent les liens entre musique et médecine sont anciens, en référence aux diverses pratiques et expérimentations menées depuis l'Antiquité, et sans doute même depuis l'apparition des sociétés humaines. Mais nous allons nous en tenir à la période qui court de l'après-Deuxième Guerre mondiale, soit la moitié du siècle dernier, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, au fond, depuis que des musicothérapeutes ont commencé à penser leur approche clinique en tant que professionnels à part entière. En effet, depuis toujours, les écrits relatant les expériences de soins ayant recours à l'utilisation de la musique avaient toujours été le fait de médecins. Il faudra attendre les années 1930-1940 avec un musicien néerlandais vivant aux États-Unis, Willem van der Waal, qui se présente comme conseiller musical auprès des médecins et des institutions dans lesquelles il intervient. Il détaille les fonctions de la musique dans le soin et les traitements institutionnels auprès d'enfants et d'adultes handicapés, déficients intellectuels, malades mentaux, etc. Les travaux de Willem van der Waal peuvent être considérés en ce sens comme un tournant décisif dans l'appropriation par les musicothérapeutes de leur art, de la spécificité de leur métier, jusqu'alors expérimentée et pratiquée par des médecins mélomanes. Une nouvelle fonction est née, avec une pensée propre sur son exercice professionnel et les formes de sa clinique. Venons-en donc à cette première période qui s'ouvre en Europe dans les années 1950-60. La logique en est simple, facilement compréhensible. Il s'agit d'une musicothérapie centrée essentiellement sur les effets de la musique. D'une part, avec le postulat que la musique détient en elle-même un pouvoir et produit des effets que le thérapeute doit connaître. Ce sont des effets sur le corps, des effets psychophysiologiques, et des effets sur le psychisme, les effets psycho-affectifs. Et d'autre part, avec l'idée que chaque personne écoute et reçoit la musique en fonction de son état affectif.
Ce deuxième présupposé repose sur le constat qu'une personne, par exemple une personne déprimée, ne pourra se sentir en sympathie qu'avec une musique aux accents tristes, alors qu'une personne en état d'exaltation ou d'euphorie répondra plus facilement à l'appel d'une musique enjouée, plutôt rythmée. Ces affirmations reposent sur une forme d'intuition et sur la généralisation d'un vécu personnel largement partagé sur le pouvoir de la musique. Cette manière de penser la musique et ses effets n'est pas nouvelle et s'inscrit dans cette longue tradition de la musique modale et des vertus curatives des différents modes musicaux. Chaque mode musical dégage une atmosphère particulière, provoque un état différent. En conséquence, dans la Grèce antique et en cohérence avec le contexte culturel, philosophique, anthropologique, face à la manifestation d'un dérèglement, d'un trouble du comportement, sera préconisée l'utilisation d'un mode musical particulier afin de permettre le rétablissement de l'équilibre souhaité en accord avec l'harmonie universelle. Les penseurs du monde arabe médiéval vont faire significativement évoluer cette conception. Nous pensons à Ibn Ishaq al-Kindi au IXe siècle, ce grand théoricien de la musique, mais aussi philosophe et médecin, reste très imprégné de la pensée issue des peuples de l'Antiquité sur la manière de vivre et ressentir les différentes modalités musicales. Et il va cependant se détacher progressivement de l'influence grecque en avançant l'idée, pour la première fois dans l'histoire de la musique, que la manière de vivre et de recevoir la musique diffère selon la culture de l'auditeur. Nous pensons aussi à Ibn Ali al-Khatib, fin du Xe siècle, qui, dans une théorie des effets qu'exercent les modes musicaux sur l'âme, donne des conseils pour leur utilisation raisonnée. Bien, nos collègues musicothérapeutes des années 1950-1960 n'avaient sans doute pas connaissance de tout ce pan de l'histoire de notre spécialité, de ces références multiséculaires aux vertus thérapeutiques des modalités musicales. Sinon, ils auraient parfaitement bien compris et apprécié le lien entre les balbutiements de leurs recherches empiriques en musicothérapie et la filiation directe qui les relie aux observations cliniques et aux travaux de Al-Kindi ou Al-Khatib, décrivant ce que je peux me permettre de nommer aujourd'hui une musicothérapie modale. Ne pouvant raisonnablement se contenter d'un vécu général ou de seules impressions sur les effets de la musique, ils ont donc recherché d'autres fondements à leur intuition thérapeutique en procédant à un traitement statistique sur les effets psychophysiologiques et psychoaffectifs de la musique, par l'observation des réactions des sujets à l'écoute de tel ou tel extrait musical. Et ils vont ainsi constituer un fichier collectant méthodiquement un répertoire d'œuvres à utiliser et notifiant précisément ce que le musicothérapeute peut espérer comme amélioration de l'état du patient. Apaisement, dynamisation, modification timique, modification de l'humeur, etc. Et dans cette perspective, l'idée générale qui guide l'action et la pratique du musicothérapeute peut s'exprimer par l'utilisation des effets de la musique. Et cela détermine une première posture paradigmatique du musicothérapeute, favorisant l'utilisation des fonctionnalités musicales. Le thérapeute s'appuie sur la capacité propre de la musique, notamment de l'audition musicale, à faire passer un individu d'un état à un autre. Ça va permettre de structurer en France notamment un ensemble de techniques de musicothérapie à base de montages musicaux préétablis et diffusés aux patients en fonction des effets thérapeutiques recherchés. Cette technique générique a pris le nom de technique des trois œuvres. Trois extraits musicaux associés. Le premier extrait tente de refléter l'état psychologique du patient avant ou au début de la séance. Cette musique cherche à entrer en résonance avec les aspects pathologiques et à les exprimer afin que la personne puisse s'y reconnaître. Le deuxième extrait vient en quelque sorte neutraliser ces ressentis morbides et préparer la troisième audition décrite comme une œuvre thérapeutique qui doit réaliser l'action recherchée. Alors de cette technique générique des trois œuvres, il est possible de décliner un grand nombre de méthodes adaptées à divers troubles, comportements pathologiques, recherchant les effets souhaités, dynamisation, apaisement, détente, endormissement, effets anxiolytiques, analgésiques, antalgiques, etc. Des indications ont pu être précisées, des méthodologies aussi,
comme la détente ou la relaxation psychomusicale, en psychiatrie, dans l'accompagnement de soins douloureux, en chirurgie dentaire, en pré- et post-anesthésie, etc. Cette méthodologie est en cohérence et en adéquation avec le modèle médical visant à identifier les manifestations pathologiques, sélectionner et administrer un traitement et évaluer l'amélioration du ressenti de son patient ou de son comportement. Dans sa configuration la plus radicale, la présence du thérapeute n'est pas vraiment requise ni même nécessaire. La musique est l'agent thérapeutique principal, elle génère les effets escomptés. Le thérapeute se trouve en situation d'être le technicien qui établit le protocole, organise la réalisation du soin et en évalue les résultats. En France, actuellement, la société Music Care représente parfaitement la mise en œuvre d'une musicothérapie fonctionnelle, ce que j'appelle une musicothérapie fonctionnelle, en commercialisant un procédé de soin par la musique, sous la forme d'une application numérique téléchargeable. Le client peut sélectionner un programme musical de son choix, parmi une liste proposant des styles musicaux variés. Donc c'est une méthode dite séquence en U parce que eh bien, c'est une sorte de descente vers un état d'apaisement, de relaxation, et puis une remontée vers l'éveil de la personne. Donc c'est une reprise à l'identique de la technique des 3 œuvres, et les progrès technologiques permettent dorénavant aux patients de bénéficier de l'application à son domicile et de manière autonome. Elle ne requiert pas la présence d'un thérapeute. La fonctionnalité musicale est recherchée pour elle-même. La musique est utilisée pour ses effets, son pouvoir générateur de mieux-être, inducteur de changements psycho-affectifs et comportementaux. Ici, au Liban, les travaux de recherche qui se sont présentés aujourd'hui entrent tout à fait dans cette forme de musicothérapie fonctionnelle, mettant en avant les fonctionnalités musicales et ses effets positifs sur l'anxiété, sur la douleur, les comportements. Je pense en particulier à l'étude clinique effectuée lors de soins douloureux et longs et douloureux en hémodialyse par le docteur Amer Atiyeh, que j'ai eu l'honneur de participer à la présentation de sa soutenance de ses travaux pour le DEA de musique et musicologie il y a quelques semaines. On va synthétiser, je vais vous mettre un petit écran, si j'y arrive, pour qu'on puisse mieux visualiser cette première période de musicothérapie fonctionnelle. Donc, dans ce que je décris comme une musicothérapie fonctionnelle, la question sous-jacente du thérapeute, c'est qu'est-ce que la musique fait au patient? Qu'est-ce que la musique fait au patient? Nous y reviendrons et j'arrête pour l'instant cette diapo. Une deuxième période, en effet, s'ouvre dès le début des années 1980, on va dire en France, sous l'impulsion du professeur Édith Lecourt, très largement suivi par un grand nombre de musicothérapeutes, sans doute en réaction vis-à-vis de la place, justement, ce dont on vient de parler, de la place laissée vacante aux thérapeutes dans le modèle développé par la musicothérapie fonctionnelle ou comportementale. Le docteur Verdeau-Payès, Jacqueline Verdeau-Payès, dans une de ses publications, interroge justement le vécu de ces patients en musicothérapie dans le service où elle exerce. Et je la cite, « Qu'est-ce que leur fait donc la musique? Ou plutôt, que font-ils de la musique? Que font-ils de la musique ?» Vous voyez, ce renversement de la question révèle en lui-même un retournement radical, une conversion fondamentale dans la conception de la musicothérapie. Ce renversement de la question vient manifester un changement de paradigme et réinterroge la place et la fonction de la musique, du patient et du thérapeute dans le cadre et les dispositifs élaborés comme espace de soins en musicothérapie. Cette forme de révolution dans la pratique clinique permet d'ailleurs à nos collègues français, à ce moment-là, de rejoindre une forme de proximité avec les musicothérapeutes américains, australiens, anglo-saxons, scandinaves notamment, dont l'expérience clinique se déploie dans ce que nous pouvons regrouper sous le terme de musicothérapie d'improvisation. Le travail du musicothérapeute, s'appuyant essentiellement sur la pratique instrumentale et l'improvisation, ouvre un chemin théorico-clinique qui conduit à situer la relation thérapeutique et son analyse au centre des processus de changement. Ce n'est plus la musique et ses effets thérapeutiques qui sont au centre de la préoccupation, de l'attention, de
de la réflexion du musicothérapeute, c'est la relation thérapeutique établie entre patient et thérapeute qui devient première, centrale, qui devient le principal moteur de la dynamique thérapeutique. C'est ainsi que le musicothérapeute américain Kenneth Brucia exprime l'importance de la relation thérapeutique. Je le cite, en musicothérapie, le thérapeute aide le client à promouvoir sa santé en utilisant des expériences musicales et les relations qui se développent à travers elles, comme des forces dynamiques de changement. C'est un texte de 1998. La relation créée dans l'improvisation musicale agit comme un levier amplifiant donc ce qu'il appelle les forces dynamiques qui impulsent les changements et les transformations souhaitées. En Angleterre, et l'association professionnelle de musicothérapie en Grande-Bretagne ne dit pas autre chose. Je cite, « La musicothérapie détermine un cadre dans lequel une relation mutuelle est établie entre le client et le thérapeute. En utilisant la créativité dans un contexte clinique, le thérapeute cherche à établir une interaction, une expérience musicale commune menant à la poursuite des objectifs thérapeutiques. » Toutefois, cette musicothérapie d'improvisation s'engage dans deux voies distinctes, dès lors, dans des chemins qui sont en fait des chemins parallèles issus de courants de pensée différents. D'une part, on appelle une musicothérapie créative, creative music therapy, qui est fortement portée par le mouvement de psychologie humaniste venu des États-Unis avec les travaux notamment de Carl Rogers. À l'origine de ce courant de pensée, nous pouvons citer Paul Nordoff et Clive Robbins, qui travaillent sur la relation musicale, justement, la relation musicale entre patients et thérapeutes, et dont les écoles vont s'implanter dans de nombreux pays. Dans cette musicothérapie créative, le thérapeute commence par improviser en essayant de refléter musicalement ce qu'il observe, ce qu'il ressent des états émotionnels du client. Il cherche à créer un contact avec lui à travers une atmosphère appropriée. Puis, lorsqu'un lien commence à s'établir, il fait en sorte de susciter une réponse musicale, instrumentale, vocale de la part du client. L'improvisation commune se développe ensuite, et dans cette relation, installée sur un mode musical, le thérapeute soutient et favorise une libre expressivité du client. Ça, c'est de la musicothérapie créative. Et puis, d'autre part, pendant la même période, là, on se déploie une musicothérapie plutôt analytique, Analytical Music Therapy, qui constitue donc un second courant. On conduit au Royaume-Uni, par exemple, dans plusieurs personnalités de référence psychanalytique, et la France, d'ailleurs, n'est pas en reste à ce moment-là, notamment avec les nombreux travaux du professeur Édith Lecourt, qui constitueront l'objet de ses principaux travaux dans les décennies qui vont suivre. Dans cette musicothérapie analytique, qu'elle soit proposée d'ailleurs sous forme d'audition musicale ou d'une musicothérapie plus active, lorsque le musicothérapeute propose à son patient d'écouter un extrait de musique, d'exprimer ce qu'il ressent ou encore d'utiliser un instrument de musique ou sa voix, il ne se pose pas tant la question de savoir ce que la musique fait, ce que la musique lui fait, mais plutôt ce que le patient fait de la musique qui lui est donnée à entendre ou à produire. De là, il y a une grande liberté méthodologique qui est laissée à l'appréciation et à l'analyse du thérapeute, qui est sensible essentiellement au jeu relationnel et musical qui s'installe avec le patient. Alors là, il y a le concept, par exemple, d'improvisation clinique, qui est particulièrement approprié à cette manière de concevoir cet espace de musicothérapie et qui est initié et théorisé par des musicothérapeutes comme Tony Rydgran, par exemple, au Danemark et au Royaume-Uni, Pedersen, Nygaard, et puis surtout aux États-Unis, Kenneth Brucia, qui décrit une variété de procédés, de techniques relationnelles pouvant servir de repères pour le thérapeute, l'imitation, le reflet, le dialogue sonore, etc. Il s'agit de proposer à un patient ou à un groupe de patients, dans un cadre thérapeutique spécifiquement construit et défini en tant qu'espace de soins, de proposer à un patient une expérience musicale, des expériences musicales au travers desquelles, avec l'aide du thérapeute, il pourra élaborer à son rythme une manière de transformer son rapport à lui-même, son rapport aux autres et au monde. L'improvisation clinique constitue d'une certaine manière, pour le thérapeute, un
le cœur de métier. Le cœur de métier, le thérapeute est dans une forme d'accompagnement du patient, accompagnement dans la double acception du terme, accompagnement musical, en même temps qu'accompagnement relationnel et thérapeutique. Et dans ce dispositif, le positionnement du thérapeute intègre harmonieusement les concepts issus de la Creative Music Therapy, aussi bien que les modèles de musicothérapie analytique. Alors, pour synthétiser cette partie, je vous remets un petit écran. Que voilà. Dans cette conception du travail de musicothérapie, que ce soit dans une forme de musicothérapie analytique ou de musicothérapie créative, la question sous-jacente du patient, du thérapeute, pardon, du patient aussi quelquefois, c'est que fait le patient de la musique qu'il est invité à écouter ou à construire dans un cadre thérapeutique? Que fait-il de la musique? Loin des questions qui l'animaient lorsqu'il cherchait à connaître et à utiliser les seuls effets de la musique, le musicothérapeute est dorénavant centré sur la relation thérapeutique en tant que possible levier de transformation du sujet. La musique n'est pas considérée pour les effets thérapeutiques qu'elle pourrait avoir en elle-même, c'est le patient qui est au centre, l'acteur principal, le sujet de sa thérapie, ce que le patient fait de la musique. C'est le patient qui est au centre, l'acteur principal, le sujet de sa thérapie. L'utilisation de la musique sera un moyen pour lui, et dans la relation thérapeutique qu'il établit avec le thérapeute, de s'ouvrir à une plus grande expressivité ou à une meilleure communication avec son entourage, de développer ses potentialités créatrices, d'analyser au travers de ses liens intimes avec la musique son propre rapport à lui-même, son rapport au corps, aux affects, au langage, aux autres, au monde. À tel point, je vais arrêter le petit écran, à tel point que la question des effets de la musique a pu être reléguée très loin dans la préoccupation des musicothérapeutes, ou pour le moins devenir très secondaire. Mais on va arriver vers un nouveau changement de paradigme aussi, et là, on le situe depuis à peu près les années 2000, où une autre période s'ouvre, initiée par les considérables progrès dans le domaine de l'imagerie médicale. L'IRM fonctionnelle, l'imagerie de résonance magnétique, permet désormais de localiser de manière extrêmement précise l'activité de chaque partie du cerveau en temps réel. Il devient de ce fait possible de visualiser sur un écran les aires cérébrales qui sont activées en relation directe avec une stimulation sensorielle et par conséquent d'avoir une vision globale et détaillée de l'activité du cerveau. Évidemment, les applications sont immenses dans le domaine de la cognition, de la pédagogie, mais aussi, bien sûr, sur le terrain médical, psychologique et thérapeutique. Et les neuropsychologues vont s'intéresser aux effets de la musique sur le cerveau, en s'appuyant pour une part d'ailleurs sur des travaux qui sont issus de la neurobiologie. Depuis quelques années d'ailleurs, vous le savez, le grand public, nous sommes avantageusement informés des remarquables avancées des neurosciences et de l'intérêt, par exemple, de jouer d'un instrument de musique ou plus simplement encore d'écouter une musique agréable. L'audition et la pratique musicale ont des retentissements bénéfiques sur le bien-être et la santé en favorisant l'activité de plusieurs neurotransmetteurs. La recherche a pu mettre en évidence comment le simple fait de prendre du plaisir à une occupation va libérer de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, mais aussi une neurohormone. Elle agit comme une hormone, c'est-à-dire qu'elle a une action en produisant des effets dans l'ensemble de l'organisme. La dopamine engendre des sensations agréables et multisensorielles, comme les frissons, le sentiment d'être porté, ému, touché, bercé, autant de phénomènes qui accompagnent fréquemment l'audition d'une musique appréciée. Eh bien, ces impressions agréables vont provoquer une nouvelle sécrétion de dopamine, autrement dit, le déclenchement de ce que les neuropsychologues appellent le circuit du plaisir et de la récompense. Or, l'activation du circuit du plaisir et de la récompense entraîne dans le cerveau la production d'endorphines. L'endorphine, c'est un autre neurotransmetteur dont les effets se rapprochent de ceux des opiacés avec une agréable sensation de bien-être et surtout une puissante action analgésique. Les vécus douloureux sont modifiés, accompagnés d'une diminution de la tension artérielle et de l'anxiété. L'écoute musicale, en favorisant ou renforçant le circuit de la récompense, agit efficacement sur le ressenti douloureux
Elle décentre l'attention du sujet, stimule la production d'endorphines et modifie le rapport à la douleur, non seulement sur des effets sensoriels, mais aussi par des effets affectifs. Il faudrait même évoquer l'importance du rôle de l'ocytocine. C'est un neurotransmetteur qui favorise le plaisir d'être ensemble, de participer aux interactions sociales, de vivre des relations apaisées. Donc ces relations sociales, les contacts physiques amicaux ou intimes, le sentiment amoureux, toute situation vécue agréablement, va contribuer à libérer de l'ocytocine dans l'organisme. Or, la musique peut efficacement jouer ce rôle, faciliter la sécrétion d'ocytocine, notamment lorsque la production musicale se déploie dans une activité de proximité relationnelle. Et cet afflux d'oxytocine déclenche à son tour une libération de sérotonine, autre neurotransmetteur, qui a une action bénéfique sur le système émotionnel, sur l'anxiété, la régulation de l'humeur, le sommeil. Tout cela permet de mieux comprendre en quoi les stimulations musicales produisent des chaînes de réponses neurochimiques dans les circuits neuronaux et modifient l'état émotionnel, comportemental et social du sujet. Écouter de la musique, faire de la musique, déclenche des effets neurobiologiques qui provoquent à la fois plaisir, détente musculaire, apaisement psychique, affermissement de liens sociaux. Ce plaisir ressenti, mieux-être intérieur et développement des relations sociales paisibles, va déclencher en retour les mêmes productions hormonales dans un renforcement positif et réciproque des causes et des effets. Parallèlement à ces travaux qui concernent plutôt les aspects biochimiques du cerveau, les neuropsychologues se sont penchés sur l'activité cérébrale dans le fonctionnement psychologique, notamment dans le cadre de l'audition musicale ou de toute activité musicale. Ce sont par exemple en France les travaux du professeur Hervé Platel, que nous avons entendu hier, donc, qui met en évidence comment le cerveau traite distinctement les aspects perceptifs et émotionnels de la musique. La neuroimagerie médicale met en évidence que la musique, les informations musicales, sont réceptionnées dans de nombreuses aires cérébrales avec des traitements spécifiques dans chacune d'elles. Et ces recherches peuvent avoir des applications directes chez les patients atteints de troubles neurodégénératifs, comme une maladie d'Alzheimer par exemple, chez qui les fonctions musicales peuvent être préservées alors que les fonctions langagières sont sérieusement atteintes. Ou encore leur capacité à apprendre et à mémoriser de nouvelles musiques ou de nouvelles chansons, car les circuits neuronaux qui concernent la mémoire musicale à long terme sont distincts des processus neurofonctionnels sollicités pour la mémoire verbale. Toutes ces recherches font appel à ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui la plasticité cérébrale, cette compétence du cerveau à se remodeler en fonction du contexte. Le cerveau réagit, se restructure, se recompose. En d'autres termes, l'environnement peut modifier le cerveau, et en l'occurrence, l'écoute musicale, la pratique musicale, modifie la structure cérébrale. Dans le cas de lésions cérébrales et de diverses pathologies, la musique peut permettre de développer de nouveaux circuits pour contourner les zones endommagées. Ce sont donc les neurosciences qui ont permis aux musicothérapeutes de réintroduire la question des effets de la musique dans la pensée sur leur dispositif de musicothérapie. Les avancées significatives de la recherche sur la place de la musique dans le fonctionnement cérébral intéressent et concernent évidemment les musicothérapeutes au niveau de la pratique clinique. Et cette évolution élargit considérablement les champs d'application et pour le musicothérapeute lui-même, elle constitue un nouveau changement de paradigme. On va passer à un troisième page. Je vais vous remettre une petite diapo. La première démarche consistait à placer la musique au centre de la préoccupation du professionnel. Dans la musicothérapie fonctionnelle, la musique est le sujet. Elle agit ce que la musique fait au patient. Le patient n'est que l'objet du pouvoir fonctionnel de la musique, laquelle est en mesure d'opérer des modifications psychiques et comportementales. Dans une deuxième étape, le renversement des propositions révolutionne, au sens le plus radical, la pratique clinique et surtout la représentation que le professionnel a de la musicothérapie. Ce que le patient fait de la musique. Ce que le patient fait de la musique. Le patient devient le sujet et l'acteur de sa thérapie. Et puis, les études neuropsychologiques concernant la manière dont le cerveau traite la perception et l'émotion musicale, la manière dont la musique modifie et recompose le cerveau,
réintègre de fait dans la musicothérapie la question des effets de la musique. Cependant, il n'est pas question de revenir sur la musicothérapie fonctionnelle. Le questionnement n'est plus de même nature. La discipline a eu le temps de se structurer, d'éprouver la validité de ses fondements, d'asseoir une pratique clinique cohérente et conceptualisée. La place de la musique est dorénavant comprise et intégrée dans une relation thérapeutique dans laquelle le patient est l'acteur et le sujet. Et cette nouvelle étape inaugure, je vous le disais, un nouveau paradigme à partir duquel la musique va toujours être centrée fondamentalement sur le sujet en s'intéressant à ce que le patient fait de ce que la musique lui fait. C'est-à-dire que les développements actuels des pratiques de musicothérapie se dirigent vers une forme beaucoup plus intégrative de musicothérapie. En effet, je vais arrêter la petite diapo. En effet, les musicothérapeutes les plus récemment formés disposent désormais du recul historique sur leur discipline, des enseignements incluant à la fois les concepts psychodynamiques, les apports de la creative music therapy comme de la musicothérapie analytique. Leur double compétence musicale et médico-psychologique les autorise à penser et mettre en œuvre des dispositifs de soins complexes intégrant les données neuroscientifiques relatives aux fonctions musicales dans la plasticité cérébrale, tout en préservant toutefois, et c'est un élément essentiel, une véritable clinique du sujet dans laquelle le patient est et reste au centre du dispositif thérapeutique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, François-Xavier Frey. Merci beaucoup, cher professeur, chers collègues, de cette excellente introduction à cette journée. En fait, cette récapitulation historique est vraiment passionnante. Je voudrais recommander à tous ceux qui n'ont pas lu cet ouvrage de François-Xavier Frey, qui est la musicothérapie dans la collection Que sais-je, qui est paru en 2018 et qui retrace tout l'ensemble de ce parcours concernant la musicothérapie. Et c'est le seul ouvrage général en musicothérapie que j'ai pu consulter, dans lequel il y a une prise en compte de la musicothérapie modale au Moyen-Âge chez les Arabes. Et c'est vraiment la seule récapitulation vraiment intégrative de cette histoire de la musicothérapie jusqu'à la description d'aujourd'hui, donc des pratiques intégratives aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant et dans lequel nous apprenons beaucoup et qui va permettre de fonder cette journée sur les musicothérapies. Elle a très bien démarré à travers cette conférence et donc nous allons pouvoir découvrir certaines pratiques actuelles dans la troisième session de cette journée, certains aspects de la musicothérapie fonctionnelle comme vous l'avez décrite dans la séance de l'après-midi, et il y aura tout de suite une séance sur la musicothérapie modale chez les Arabes en contexte arabe et persan tout de suite après cette séance. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont soulevées par les auditeurs externes, mais apparemment, si les participants à cette séance que je vois là tout de suite, est-ce qu'il y aurait des questions qui seraient posées au professeur Frey? Sinon, nous débattrons de tout cela à la table ronde en fin d'après-midi. En fait, j'aurais moi-même une question à vous poser. En fait, dans cette musicothérapie intégrative que vous avez décrite à la fin, qui récapitule les plusieurs paradigmes antécédents, comment trouvez-vous comme ça? Où trouvez-vous une place pour cette musicothérapie modale, sachant que vous avez parlé donc de ces conquêtes de la neuroimagerie médicale?
et que donc, non pas une réintégration de la musicothérapie fonctionnelle, mais disons, une intégration plus complexe, je pense. Comment pouvez-vous envisager cela? Écoutez, j'ai envie de dire que tout va dépendre de la relation que le patient, individuellement, du fait de sa propre histoire, de sa propre culture, va donner à tel ou tel type de musique, telle variété de musique. C'est-à-dire que je pense qu'il a... je ne demande d'ailleurs qu'à être converti dans cette position, mais je pense qu'effectivement, ce qui importe, c'est de pouvoir permettre aux patients d'être en accord, en cohérence, en intimité avec son vécu musical, et que ça va sans doute extrêmement... ce qui va être très important, c'est la manière dont il vit la musique et l'histoire qu'il a avec la musique modale, par exemple, du fait de sa culture, du fait de son éducation, du fait... Voilà, je ne sais pas encore dans quelle mesure les effets de la musique sont liés à un type de musique particulier, sinon à la manière dont les représentations que le patient a de cette musique, du fait de son histoire familiale, culturelle, régionale, etc. Et que c'est plutôt ça qu'il y a à interroger. Enfin, c'est ma manière un petit peu c'est ce qui vient de mon expérience clinique en tant que musicothérapeute, et puis aussi probablement je dirais de l'école dans laquelle j'ai construit un peu ma pratique clinique autour du professeur Édith Lecourt particulièrement, c'est-à-dire en fait d'être extrêmement centré sur la relation thérapeutique, et que en fait après, j'ai envie de dire de manière un petit peu provocatrice, exprès comme ça, parce que ça va pouvoir ouvrir un débat peut-être à la table ronde, c'est que quelle que soit la musique que l'on va proposer aux patients, eh bien, les formes de transfert qui sont présentes et qui sont primordiales dans la relation thérapeutique qui s'établit, va donner à la musique qu'on va proposer une force tout à fait étonnante, en deçà même de la nature même de la musique qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que rester là dans une perspective de musicothérapie très analytique, on va dire, qui fait partie dans ce que j'ai décrit comme étant cette deuxième période-là, et qu'au fond, ce qui est important quand même, les côtés intégratifs de la musicothérapie viennent sans doute aussi du fait que on ne peut pas maintenant ne pas s'interroger sur les effets, ce qui se passe dans la personne d'un point de vue neuropsychologique. Voilà, les effets neuropsychologiques de la perception musicale, de l'apprentissage musical, de l'audition musicale. On va les intégrer dans notre manière de pratiquer la musicothérapie. Et alors, je suis assez sensible à ce que Hervé Platel peut développer aussi, en disant, mais ce que les neuropsychologues, de manière générale, expriment dans le travail comment appeler ça, dans le circuit du plaisir et de la récompense, par exemple, qu'au fond, quelle que soit la musique, l'important, c'est que la personne se sente bien dans cette musique, et que ce soit plutôt que ce qui est vécu dans la relation musicale soit quelque chose de l'ordre du plaisir musical partagé, et plus que dans la nature même de la musique qu'on va proposer. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourra sûrement discuter et approfondir dans le cadre de la table ronde plus tard, parce que je pense que là, le temps passe et qu'il va falloir pas trop tarder, je crois, oui, nous allons passer à la séance suivante, mais juste ce qui m'a retenu donc mon attention, il y a le questionnement, ce que le patient fait de la musique, mais quelque part, il y a ce que la musique fait du patient. Donc, pour jouer un peu sur les mots, en fait, la musique fait du patient quelque chose à un moment donné. Et en fait, il y a une relation entre musiquant et musiqué. Donc, pour reprendre la terminologie de Gilbert Rouget, donc, concernant la trance, donc,
il y a, cette dualité en fait, il y a trois pôles, il y a le musicant, le musiqué et la musique, comme dans le triangle de Houssa également, et ce qui fait que il y a peut-être à prendre en considération un peu plus du contenu musical propre, donc ce dont parlait Nicolas Meus hier en parlant de Hanslick, et donc il y a quelque chose probablement à prendre plus en considération. Et un dernier étonnement, en fait, que j'ai toujours, c'est comment la musicothérapie, disons, la psychologie analytique freudienne peut-elle aller vers la musique alors que Freud était très réfractaire à la musique. Ça, c'est... Oui, ça faisait partie de ses défenses, paraît-il, oui. Bon. Je laisse la question là ouverte par rapport à. Pour l'instant, c'est une très grande question. Il y a un ouvrage, spécifiquement consacré à ça du professeur Edith Lecourt. Il s'appelle Freud et la musique. Freud et le sonore, pardon. Freud et le sonore. Donc c'est beaucoup plus large que la musique. Voilà. En fait, on voit que Freud a quand même utilisé énormément de métaphores musicales et sonores dans son œuvre, tout en se disant extrêmement réfractaire et pas du tout musicien. Je vous remercie infiniment de cette conférence et nous allons continuer cette discussion donc à la table ronde, et donc on va conclure cette séance pour commencer juste après la suivante, donc la 11e séance. Merci, à tout de suite.